Bonjour, l'émission spéciale de Radio Arménie aujourd'hui a pour invité Gilbert Luc de Vinaz. Gilbert Luc de Vinaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur du Rhône et vous êtes président du groupe d'amitié France-Arménie du Sénat. Gilbert Luc, nous voudrions avoir une vue d'ensemble sur vos activités en tant que groupe d'amitié et président du groupe d'amitié et parler des questions de fond qui préoccupent les Arméniens, les Franco-Arméniens, les Français d'origine arménienne et les non-arméniens aussi, bien sûr, depuis la guerre des 44 jours. La situation empire de jour en jour en Arménie et en Artsakh. Aujourd'hui, on a dépassé les 160 jours de blocus de l'Artsakh et il y a un certain nombre de questions qui nous préoccupent aujourd'hui sur le devenir de l'Arménie et ce que le groupe d'amitié et au-delà même du groupe d'amitié, le Sénat et le Parlement en général engage comme action pour aider l'Arménie à sortir de cette situation. Nous sommes donc très intéressés par vos activités. Ça fait longtemps que je voulais faire une interview et je voulais que vous présentiez globalement et brièvement les actions que vous avez engagées jusqu'ici dans le cadre du Sénat. Alors, d'abord, au Sénat, il faut préciser que c'est des groupes d'amitié interparlementaires. euh, France-Arménie, en ce qui concerne le groupe que je préside. Il y en a un pour tous les groupes d'amitié. Il y a un groupe d'amitié pour tous les pays avec lesquels la France entretient des relations. Il y en a un pour l'Ukraine, il y en avait un, je ne sais pas comment il fonctionne en ce moment avec la Russie, mais c'est une institution qui existe au Sénat, mais qui existe aussi à l'Assemblée nationale, puisque nous sommes le Parlement en France a deux assemblées, donc il y a deux groupes d'amitié, un pour l'Assemblée nationale et un pour le Sénat. Mhm. Ces groupes d'amitié ils participent à la diplomatie interparlementaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas la diplomatie, moi je ne suis pas la diplomatie de l'État français. Mes interlocuteurs, Vladimir, qui est le président du groupe d'amitié en Arménie, n'est pas non plus le ministre des Affaires étrangères. Mais par ces échanges-là, on parle des situations respectives de nos deux pays, on échange et on passe des messages. Et en ce qui concerne l'Arménie, je vais prendre un exemple avant de rentrer dans tout ce que l'on fait. Une fois par an, c'est tantôt une délégation de sénateurs qui va en Arménie. Et cette année, par exemple, on va accueillir des députés arméniens au Sénat et on va faire en sorte qu'ils soient reçus en même temps à l'Assemblée nationale. Et on souhaite que ce soit le président de l'Assemblée nationale arménienne qui conduise la délégation de façon qu'il puisse rencontrer l'ensemble des autorités françaises, notamment le président du Sénat, mais la présidente de l'Assemblée nationale et un certain nombre de ministres, notamment la ministre des Affaires étrangères. En 2019, nous avions reçu une délégation de députés arméniens. Cette délégation, c'était en octobre, pendant tout le temps où elle était là, son président disait il va y avoir une guerre en Arménie, les, les, les manœuvres militaires entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est un prétexte pour faire passer de l'armement en Azerbaïdjan. Il va y avoir la guerre, il va y avoir la guerre. Et le rôle que j'ai eu en tant que président, mais avec mes collègues, c'était de faire remonter cette information qui nous venait en direct euh, de collègues parlementaires. Et on a un peu eu des difficultés à faire passer le message parce que côté de nos ministères, c'était de dire oui, mais les Arméniens voient toujours du noir, c'est pas forcément ça. Bon. Un an après, il y a eu la guerre des 44 jours. À moi, ça m'a marqué, ça m'a aussi servi de leçon. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça m'a servi aussi à rappeler à nos ministres qu'entre parlementaires, même si on n'était pas la diplomatie respective de nos pays, on avait des échanges qui pouvaient contribuer
à favoriser nos relations entre les deux pays, notamment sur le plan de la diplomatie. En Mhm. l'occurrence, sur un plan assez dramatique, puisque je ne rappelle pas ce qui s'est passé en 44 jours et le lourd tribut que l'Arménie et sa jeunesse ont payé à cette guerre. Donc, si vous voulez, on contribue. Mais en même temps, les relations avec l'Arménie sont un peu différentes. Moi, je suis aussi dans d'autres d'amitié, mais avec les Italiens. Mais c'est-à-dire, nous en France, on a diaspora arménienne qui est arrivée dès 1915 euh, et puis qui s'est intégrée totalement et qui aujourd'hui, moi j'étais à l'école avec des arrière-petits-enfants de ceux qui ont échappé au génocide. Je veux dire, cette diaspora, elle continue à œuvrer en France pour qu'on n'oublie pas l'Arménie. Et ça crée une situation un peu particulière dans le groupe d'amis. Parce que il y a à la fois être en réalité avec ce que j'appelle l'État arménien, aujourd'hui tel qu'il est, et puis avec ce que j'appelle la patrie d'un certain nombre d'Arméniens qui ne vivent plus dans l'État arménien. Et parfois, il y a des vues un peu différentes et nous, on doit tenir compte aussi de cette réalité. Alors, dans le groupe d'amitié, quand je l'ai prise, bah, il y avait un président de la République qui allait devenir Premier ministre, puis aller en Arménie, puis il y a eu la révolution de velours. C'était en 2018. Quand j'arrive, il y avait un nouveau premier ministre qui n'avait pas de majorité. Donc, tous les gens que j'avais connus avant, bah, ça avait changé. Donc, j'ai refait connaissance. Et c'est notre rôle. Notre rôle n'est pas de porter un jugement sur ce qui se passe, sur le choix politique des Arméniens, c'est leur affaire, mais d'essayer d'entretenir les meilleures relations possibles. Bon, et puis, il y avait aussi le sommet de la francophonie. Donc, j'ai accompagné le président de la République pour reconnaître que c'est là où on voit aussi un grand peuple. Ce que j'appelle un grand peuple, c'est qu'il venait de vivre une révolution de velours avec des bouleversements. Et puis, il y avait un grand événement qui était la francophonie en Arménie. Et il s'est déroulé, mais d'une façon parfaite. Il n'y a pas eu un seul problème. Qui a vraiment, ça a été, c'est là, je maintiens, on a un peuple qui est un grand peuple intelligent, qui a du sens politique et qui a permis que cette manifestation, au-delà des réalités de traverser l'Arménie, ne soit pas perturbée, au contraire. Et vraiment, je regarde des images, puis alors j'ai mesuré aussi l'impact de cette être français quand on est en Arménie, parce qu'on avait un peu de retard pour aller écouter le concert avec des chansons d'Aznavour, et il y avait une foule immense, et quand ils ont entendu qu'on parlait français, ça s'est ouvert comme la mer Rouge. On a pu passer, on a rejoint, et les gens nous disaient bonjour, bienvenue, alors qu'on avait affaire à des gens qui ne parlent pas forcément le français. Donc on a mesuré tout ça, et ça renforce dans les liens, et ça encourage d'ailleurs à renforcer ces liens et à se battre pour que l'Arménie puisse fonctionner dans ses frontières et ce que recherchent tous les Arméniens, je dirais, à la limite des peuples, en état de paix. Donc, on a ces échanges-là. Et puis, nous, on fait venir au Sénat à la fois des directeurs du Quai d'Orsay, puisqu'il y a une situation quand même particulière, notamment depuis novembre 2020, pour comprendre la situation, voir comment elle évolue. Et puis, il y a aussi tout ce que fait la diaspora. Parfois, il y a beaucoup d'associations qui se penchent sur les problèmes de l'Arménie. Et le corps médical et beaucoup de Français d'origine arménienne sont des excellents médecins qui ont beaucoup œuvré, d'ailleurs, qui ont vraisemblablement sauvé beaucoup de soldats arméniens suite à la guerre des 44 jours, parce que c'est la chirurgie française et pas la chirurgie russe. Et donc, la chirurgie française, c'est de sauver les membres coûte que coûte. Et j'ai pu voir les résultats et on peut que se féliciter qu'il y ait des organisations avec des médecins et des gens des Français d'origine arménienne et qui là-dedans. Il y a aussi d'autres œuvres caritatives. Ça, c'est le côté associatif. Parfois, au Sénat, on a tendance à se dire, bah, il y aurait une meilleure coordination, on sera encore plus efficace. Il y a ce que font les collectivités territoriales. Or, le Sénat, notre rôle, c'est de représenter les collectivités territoriales du fait de la Constitution, du fait d'un des articles de la Constitution.
Donc, on regarde tout ce qui se fait en coopération décentralisée pour l'Arménie. Au-delà, avant même la guerre des 44 jours, les collectivités territoriales, beaucoup de collectivités territoriales étaient en lien avec l'armée. Moi-même, j'ai été élu à Villeurbanne, on était jumelé avec Apovian et on est toujours d'ailleurs jumelé avec Stepanakert. Bon, Lyon est jumelé avec Erevan, je ne vais pas faire toute la liste, mais beaucoup de collectivités territoriales sont rentrées dans cette coopération décentralisée. Il y a des associations d'élus. Je vais citer celle de l'Association des maires ruraux de France et son regretté président qui malheureusement est décédé, mais l'association a gardé le projet et qui sont en train de développer une ferme circulaire dans le nord de l'Arménie, et qui est un projet sensationnel. Et il est à la fois sensationnel sur le résultat de ce qui va se passer en termes de ferme circulaire, mais il l'est aussi pour les retombées sociales. C'est-à-dire qu'en Arménie, il y a un certain nombre de femmes qui souhaitent faire autre chose que de nettoyer des écuries, de monter aux alpages. Et bien, dans ce projet-là, il y a aussi tout ce côté-là de prise en compte des souhaits des femmes et des jeunes femmes arméniennes, tout en développant un système qui va permettre de refaire vivre ou de faire vivre un village grâce à cette ferme circulaire. Il y en a d'autres, il y a ce que Alors, si fait vous les voulez Hauts-de-Seine, bien, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc ensuite, si vous ça voulez aussi. bien, Gilbert Luc Dominaz, on va passer aux questions politiques des relations politiques entre les deux pays. L'humanitaire toute sa place, qu'on apprécie beaucoup, qui a énormément d'importance. L'aide sociale, en tout cas la solidarité est effective et il y a énormément de choses au niveau local, des collectivités territoriales, la vie associative, etc. Et on va parler, si vous voulez bien, de cette situation de l'Arménie qui est agressée aujourd'hui. Alors, moi, je voulais vous poser une question peut-être un peu abrupte, mais quelle est l'influence du Parlement français, sachant qu'on connaît, enfin, sachant le rôle des institutions législatives en France par rapport à l'exécutif, quelle est l'influence aujourd'hui où on parle de plus en plus de démocratie, démocratie locale, démocratie, enfin en tout cas un niveau élevé de démocratie qu'on tend à assurer aux institutions en France. Quelle est la place de l'influence du Parlement français sur le gouvernement? Je vous donne un exemple très simple. Le Sénat et l'Assemblée nationale, chacun à son tour, à deux reprises, demandé à reconnaître l'Artsakh. Ça n'a pas été le cas, bien entendu. La France veut rester toujours dans son rôle de médiateur entre les deux, et ce qui signifie quelque part que la France, cette position amène la France à mettre un équilibre, sinon une égalité entre les parties, c'est-à-dire l'agresseur et l'agressé. Quelle est aujourd'hui, à votre avis, la place qui revient aux décisions du Parlement français? Alors écoutez, nous on est législatif, on n'est pas l'exécutif. Voilà. Mais cela dit, vous avez raison de rappeler, le Sénat était le premier à faire une résolution pour reconnaître la République d'Artsakh. Parce que dans un premier temps, c'est la République d'Artsakh qui a été agressée par l'Azerbaïdjan, ce pays ne reconnaissant pas cette République, mais la France non plus ne reconnaît pas ça. Donc, on a fait une résolution. Pourquoi on a pu la faire au Sénat? Parce que dans le groupe d'amitié au Sénat, c'est un des groupes où il y a le plus de sénatrices et de sénateurs, mais il y a tous les groupes politiques. Je dis bien tous les groupes politiques. Et moi, mon rôle en tant que président, même si je suis dans le groupe socialiste, écologiste, républicain, mon groupe est de respecter et de faire en sorte que l'ensemble des sénatrices et des sénateurs restent bien dans le même groupe, en face, pour soutenir et défendre l'Arménie. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu
On avait commencé à faire une résolution, on a rencontré, on s'est dit s'il n'y a qu'une partie de l'hémicycle qui la vote, ça ne présente pas d'intérêt. On a pris contact avec Bruno Retailleau, qui de son côté était en train de rédiger une résolution. On n'avait pas tout à fait la même lecture de ce qui se passe dans le Caucase. Bon, voilà. Mais on a eu l'intelligence de trouver les mots pour faire une résolution où tout compte fait, l'ensemble des pensées politiques du Sénat s'y retrouvent et soutiennent cette résolution. Ça a entraîné aussi l'Assemblée nationale. Et puis, il y en a une deuxième, parce que malheureusement, il a fallu remettre. Le rôle de ces contributions, de ces résolutions, c'est de remettre l'éclairage, notamment l'éclairage médiatique, parce que la guerre des 44 jours, il y en a une autre maintenant qui s'est déclenchée du côté de l'Ukraine, qui a tendance aussi à effacer ce qui se passe pratiquement tous les 2 jours ou tous les jours entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Comme on a tendance à ne pas dire que 144 kilomètres de l'Arménie sont aujourd'hui occupés par l'Azerbaïdjan, c'est en dehors de toutes les règles internationales. Donc, ce n'est pas uniquement la République du Haut-Karabakh qui a été menacée par l'Azerbaïdjan. Donc, notre rôle en tant que parlementaire, c'est de le rappeler constamment, comme on a été un certain nombre de parlementaires à dénoncer l'accord qui a été signé au niveau européen avec le gaz de l'Azerbaïdjan. À l'évidence, quand on regarde les quantités, l'Azerbaïdjan vend plus de gaz qu'il n'en produit. C'est un gaz qui vient vraisemblablement de la Russie. C'est le rôle des parlementaires de rappeler à l'ordre les exécutifs et d'attirer l'attention. Il y a eu aussi, organisé par Bruno Retailleau avec le groupe international du suivi de la République d'Artsakh, une réunion au Sénat avec des intellectuels, des philosophes, des anciens ministres, pour remettre l'éclairage sur ce qui est en train de se passer dans cette République d'Artsakh, où depuis le 23 avril, c'est plus des gens qui sont en prison, c'est un camp, puisque l'Azerbaïdjan a coupé le contrôle du pont et empêche tout échange. Et vous avez là 120 000 Arméniens, dont 30 000 enfants, d'une république démocratique qui vivent avec tout ce qu'on peut connaître quand l'électricité n'est pas là, quand le gaz n'est pas là, quand la nourriture n'est pas là. Enfin, sur le plan humain, c'est scandaleux. Le rôle des parlementaires, je suis en train, vous connaissez mieux que moi ici à Radio Arménie, mais le rôle des parlementaires, c'est de faire un moment, on revient là-dessus, c'est de faire des communiqués, c'est de ne pas faire tomber dans l'oubli ce qui se passe en ce moment dans ce pays qu'est l'Arménie et dans cette république qui est Artsakh. Et vous aussi, la Radio Arménie, mais la diaspora, quand elle fait des manifestations et que tout le monde se mobilise, soit vers la préfecture de Lyon, et soit vers l'Assemblée nationale, vers la petite place qui est à côté de l'Assemblée nationale, c'est aussi un moyen d'attirer l'attention des médias parce que c'est un moyen important pour personne n'oublie. Après, quand moi j'ai été 22 avril avec Bruno Retailleau et 2 autres collègues en Arménie, on avait le 23, on était du côté de la Chine, on rencontrait le gouverneur et le maire de la dernière commune qui touche le couloir, et c'est le jour où l'Azerbaïdjan a bougé et les Russes ont laissé faire, bloquer l'accès au Karabakh. Je dis ça parce que j'ai été interviewé ce jour-là. Et la journaliste m'a posé votre question. Ma réponse a été de dire, écoutez, à un moment, il faut permettre à l'Arménie d'avoir la capacité de défendre ses frontières. Ça ne veut pas dire défendre ses frontières, ce n'est pas des armes offensives, c'est des armes défensives. Donc à un moment donné, bah oui, moi, parlementaire français, je ne suis pas en guerre, je suis plutôt pour la paix. J'ai même fait des amendements pour qu'on contrôle mieux nos ventes d'armes. Mais à un moment donné, si l'Arménie n'a pas les moyens d'assurer la sécurité de ses frontières,
l'Arménie sera toujours menacée. Et bon, je l'ai dit, c'est passé sur les radios arméniennes, c'est un parlementaire qui le dit, ça permet de le reprendre, ça n'amène pas la solution, je suis d'accord. Par contre, le lendemain, on a rencontré toutes les autorités arméniennes, notamment le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le président de l'Assemblée nationale, et on a abordé la question, y compris avec le président de la République arménienne, même si pas du tout le même rôle que le président de la République française, et on sait pertinemment que le Premier ministre, Pachinian, a fait une liste de ce qu'il souhaite. Après, se pose la question de dire comment on fait rentrer ces armes en Arménie. Le problème, c'est que ça ne va pas passer par la Turquie, ça ne va pas passer par l'Azerbaïdjan, ça ne peut passer soit par l'Iran. Les relations entre l'Arménie et l'Iran sont bonnes, mais c'est les relations de l'Iran avec le reste de la communauté internationale, même si c'est en train d'évoluer, qui ne sont pas bonnes. Il reste la Géorgie. Et on apprend que la Géorgie refuse que des armes transitent par son territoire. Bon, après, il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans un secteur où la frontière de l'Arménie, ce n'est pas la Pologne, c'est la Turquie, à l'ouest. Et donc, géopolitiquement, il faut regarder le contexte. Et notre rôle en tant que parlementaire, c'est à un moment de rappeler qu'un pays doit pouvoir assurer la sécurité de ses frontières. On peut l'aider de ce côté-là. On peut aussi, c'est former aussi les gens sur le plan militaire. Et c'est aussi, quand on rencontre des ministres, quand on va rencontrer la ministre, c'est ressoulever le problème, même si je connais la réponse, j'ai bien vu où se situe géographiquement l'Arménie et toutes les difficultés que ça accompagne. Voilà, c'est un rôle peut-être modeste, si vous voulez, mais il est quand même essentiel pour qu'on n'oublie pas l'Arménie. Il ne s'agit pas de juger le rôle du Parlement et le rôle de ce que peuvent faire les groupes d'amitié. Il s'agit de voir, donc vous avez parlé des difficultés techniques pour faire arriver, pour faire parvenir des armes à l'Arménie, mais je pense que dans un premier temps, il faut voir la décision, je veux dire, en tout cas la volonté politique de la France de donner ou pas. Où on en est dans ce type de questions, en dehors des questions de logistique ou peut-être de voies de communication, parce qu'on n'en est pas là encore. Je veux dire, on n'est pas encore à se poser la question de savoir par où on peut passer. On est d'abord à la décision politique de la France. Est-ce que la France est susceptible de penser qu'elle pourrait aider militairement l'Arménie? Alors écoutez, moi je ne suis pas dans le secret du gouvernement. Votre question, il faudrait la poser à Madame la ministre. Mais je sais que les échanges qu'il y a eu entre le Premier ministre Pachinian et le président Macron ont porté, parce que le Premier ministre arménien a soulevé cette question. Il a dressé une liste de ses besoins. Je sais qu'il y a eu un échange à ce niveau-là entre les deux. Après, si vous voulez, sur le reste de la question, je ne suis pas dans le secret, je ne suis pas associé, je suis plutôt dans l'opposition au gouvernement actuel en France. Donc, mais vous voilà, avez, mais vous moi, avez vu jusqu'à maintenant les réponses du gouvernement des deux ministres des Affaires étrangères. Donc, dans un premier temps, l'ancien ministère des Affaires étrangères qui a été remplacé par Madame Colonna. Vous avez vu la réaction, même à l'Assemblée nationale et au Sénat, à vos résolutions, les résolutions du Sénat qui étaient beaucoup plus, qui allaient plus loin d'ailleurs que l'Assemblée nationale, où il y a une majorité du parti du président. C'est au Sénat qu'il y a eu les demandes, en tout cas les dispositions les plus exigeantes par rapport à celles de l'Assemblée nationale. Vous avez vu la réaction du gouvernement jusque-là. Bien entendu, il y a la part de diplomatie dans ces réactions. Mais derrière la part de diplomatie, on a besoin de savoir quelle est véritablement la position de la France. Est-ce que la France veut encore rester aujourd'hui, un médiateur qui n'est même pas accepté par l'Azerbaïdjan? On voit bien que l'Azerbaïdjan rejette l'apport de la France à cette médiation qui est en train de reprendre aujourd'hui et on va en parler avec vous. écoutez,
faut aussi reconnaître qu'au niveau européen, peut être, moi, C'est je suis là. un peu déçu par la nouvelle ministre parce que je trouvais que l'ancien ministre Le Drian était un peu. Bon, là-dessus, c'était fin de non-recevoir, hein. Tous les échanges que j'ai eus, c'est on ne reconnaît pas cette république. Voilà, bon, on sentait bien que Le Drian était plus, bon, s'attirer par l'Azerbaïdjan, c'est son problème. Euh, je pensais que Colonna poserait les problèmes autrement. Bon, elle a fait un voyage, j'ai regardé le résultat du voyage. Bon, c'est pas très, je m'attendais à autre chose. Alors après, si vous voulez, sur le plan européen, quand même, on peut reconnaître que, et ça c'est dans les missions du président de la République française, c'est la Constitution, c'est son rôle, c'est quand même le président qui a parlé d'une ligne rouge, qui a désigné l'agresseur, c'était important. Je reconnais tout ça au président de la République. Je reconnais aussi que dans le reste de l'Europe, en dehors de la France, bah, c'est un peu silence, quoi. Silence Bon, alors, radio. et, Jaurès, Il faut reconnaître, vous bien avez entendu. l'occasion de relire ce que disait Jaurès en 1896 à l'Assemblée nationale sur les premiers assassinats d'Arméniens. Il dénonçait déjà le comportement de l'Union européenne. Je me dis, bah, plus d'un siècle après, L'Europe. au niveau L'Europe. Europe, on n'a pas beaucoup changé d'attitude que je pourrais qualifier un peu de. Bon, je sais pas, bon, je ne veux pas utiliser le terme, mais voilà. Ouais. Alors, Mais cela dit, il y a effectivement, et ça explique aussi pourquoi Aliyev ne peut plus entendre parler de la France, parce que là-dessus, on ne peut pas faire le reproche au niveau de la présidence française de ne pas avoir porté haut et fort un certain nombre de remarques. Et ça ne règle pas le problème, on est bien d'accord. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Arménie est toujours agressée, qu'il y a eu encore un soldat qui a été tué, que le problème n'est pas réglé. Alors après, on voit bien qu'au niveau mondial, international, il y a eu des rencontres aux États-Unis, il y a une rencontre qui devrait avoir lieu sous, alors je ne sais pas si ça sera Poutine, mais à l'initiative de la Russie. Mais je vous rappelle que sur le plan international, l'Azerbaïdjan comme l'Arménie sont sous la protection de la Russie dans des accords internationaux. Et elle devrait avoir lieu mercredi 25, ce sera peut-être pas le 25, ce sera peut-être le lendemain. Bon, donc on recherche à ce qu'il y ait une discussion entre le président Aliyev et le premier ministre arménien. Et puis, il y en a, me semble-t-il, en Moldavie, où là, il y aura le président Macron et d'autres personnalités qui ont alors, ça pour dire, même si je ne le dis il pas faut bien me clairement, le qu'il y a rappeler. aujourd'hui sur le plan international une recherche par la diplomatie pour trouver une solution. Voilà. D'accord. Je vais vous poser Moi, il y a deux 15 questions jours, sur ça, si vous voulez pardon? bien. Je voulais vous poser deux questions sur Oui. ce nouvel élan de la communauté internationale et notamment de la France et par le biais de la France, de l'Europe et des États-Unis. Une première question très simple. Est-ce que vous pensez que l'Europe se met en médiateur, mais ce n'est pas tout à fait un rôle de médiateur. En fait, c'est un rôle de facilitateur que l'Europe est en train de jouer actuellement avec Charles Michel, qui réunit les deux responsables politiques de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Est-ce que ce processus européen est dû à un intérêt accru de la part des États-Unis avec pour objectif de repousser le rôle de l'importance de la Russie, la présence russe du Sud-Caucase? Est-ce que c'est un peu la suite de ça qui est en train d'être joué en Europe entre Aliyev et Pachinian? Je vous laisse répondre à cette question et peut-être une autre question qui est très intéressante aussi, je pense, pour nos auditeurs. Alors, l'autre question, ça sera après. Alors, écoutez, d'abord, la Russie, euh, il faut aussi se poser la question pourquoi elle intervient au bout de 44 jours avec
6 000 morts, 10 000 blessés, donc, et dont 6 000 gueules cassées. Donc, bon, il faut se poser cette question. La Russie, je pense que dans cette région du monde, elle a intérêt à faire en sorte d'entretenir ces conflits. Parce que ça lui permet d'assurer sa présence. La preuve, c'est qu'à la sortie des 44 jours, elle vient et c'est elle qui c'est censé, quand moi j'y avais été en décembre 2020, tout était fait pour nous démontrer que la Russie, c'était les soldats de la paix. Bon, et ça lui permet d'être présent. Et puis ça lui a permis une deuxième chose, c'était de voir sur le plan international comment ça allait réagir. Et nous n'avons pas réagi. Nous n'avons pas réagi. Et donc après, il ne faut pas s'étonner que la Russie se lance, après avoir récupéré une partie de l'Ukraine, se lance dans une guerre contre l'Ukraine. Parce que de mon point de vue, mais c'est un point de vue qui n'est peut-être pas partagé, mais c'est comme ça que je le vois, cette guerre des 44 jours, laissée faire par la Russie qui met le haut là à un moment donné, c'est aussi pour voir comment ça réagit au niveau international. Comme ça n'a pas réagi, ben, tout compte fait, je peux enclencher, moi, une guerre pour récupérer l'Ukraine. Parce que derrière, la politique de Poutine, c'est le regret, alors pas de la Russie de l'Union soviétique, mais de la Grande Russie. Bon, je ne sais pas assez étudier son histoire, mais on retrouve des traits de l'histoire vraisemblablement russe. Voilà. Et comme on n'a pas réagi, bah, ça a donné, entre guillemets, il y avait eu la Crimée déjà de dingue. Moi, je fais des liens comme ça. Maintenant, aujourd'hui, pour les États-Unis, leur problème, c'est la présence russe qui se trouve en République du Haut-Karabakh. Et donc, eux, c'est pas, je ne vais pas leur faire un procès, mais au niveau de la présidence américaine, c'est pas le fait qu'il y ait que Artsakh soit occupé, soit habité pratiquement à 100% par des Arméniens, c'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il faut que les Russes partent. Si le problème n'est pas réglé derrière tout à fait, c'est pas tout à fait leur préoccupation. Donc leur intérêt est plutôt là. Euh, et nous, c'est aussi de continuer de dire, enfin moi en tant que parlementaire, euh, un, il y a l'Arménie, deux, il y a une république d'Artsakh. Cette république d'Artsakh, elle est habitée par des gens depuis des lustres qui sont d'origine arménienne et qui doivent pouvoir continuer de vivre sur ce territoire-là. Voilà. Après, tout le monde vit sur des négociations. Quel est le contenu de négociations? Parce que je sens qu'entre on dit bah, on est Ma prêt deuxième d'arriver question, à un accord. Qu'est-ce que ça c'était veut dire? la deuxième question que je voulais peut-être C'est qu'est-ce que préciser. ça veut dire? Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La question qui se pose aujourd'hui, c'est l'Artsakh, c'est-à-dire dans les négociations européennes, dans les rencontres avec Blinken aux États-Unis, la question de l'Artsakh est devenue une question simple de droits de l'homme des personnes. Si vous voulez, ça nous rappelle un peu les traités, le passage du traité de Sèvres au traité de Lausanne, où le traité de Sèvres, il y avait l'autodétermination, c'est-à-dire il y avait les terres arméniennes qui étaient reconnues, qui devaient être reconnues, et qui n'a pas été appliqué, et le traité de Lausanne qui a fait des Arméniens en Turquie une minorité avec des droits respectés, des droits humains, des droits collectifs, etc. respectés. Et on sait ce qui s'est passé après en Turquie, dans la Turquie kémaliste, les Arméniens ont été pourchassés, ils sont partis. Il y a une toute petite minorité dont les droits, entre guillemets, sont respectés aujourd'hui en Turquie. C'est exactement ce qui attend les Arméniens d'Artsakh si, en Europe et aux États-Unis, les négociations se font sur cette base-là, c'est-à-dire sans droit collectif d'autodétermination, en tout cas une certaine forme d'autodétermination pour les Arméniens d'Artsakh. Et c'est ce qui gêne aujourd'hui les observateurs, c'est que la Russie tergiverse, bien entendu, et dans la proposition de la Russie, il y a l'idée de laisser au futur le statut du Haut-Karabakh, de l'Artsakh. Or, en Occident, c'est-à-dire avec Charles Michel et avec Blinken, on dit aux Arméniens, eh bien, on va garantir les droits minimums, les droits humains des Arméniens de l'Artsakh par une médiation internationale ou en tout cas par des garanties internationales.
je veux dire, voilà, donc on peut se poser la question de savoir quelle est la situation qui garantit non pas la sécurité, mais la vie des Arméniens dans ces territoires des deux. On est effectivement, l'Arménie se trouve effectivement dans une très très mauvaise posture et l'encerclement de l'Artsakh qui est déjà devenu complet aujourd'hui ne laisse pas beaucoup d'espoir sur le futur de l'Artsakh. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance des négociations occidentales à considérer les Arméniens, à parler de l'intégrité territoriale de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan? Or, l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan comprend l'Artsakh qui n'a jamais fait partie d'un Azerbaïdjan indépendant de son histoire, de l'ensemble de son histoire. Voilà, donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est si vous êtes conscient et si le groupe d'amitié est aussi partie prenante, si vous voulez, non pas de ces discussions, mais de cette réflexion française sur la question de l'Artsakh. Alors, je pense que dans le groupe d'amitié, il peut y avoir différents points de vue. Moi, j'ai déjà essayé de faire un lien entre ce qui s'est passé en novembre 2020, alors, en lien avec l'Ukraine. Moi, je le vois comme ça, d'autres ne le voient pas comme ça. J'ai d'autres collègues qui sont plutôt en train de raisonner sur la notion de grand remplacement, alors que moi, je ne pense pas que ce qui se passe en Arménie, ça soit lié à un problème de grand remplacement. La preuve, c'est que la Turquie aide l'Azerbaïdjan, qui a des chiites d'un côté, des sunnites de l'autre. L'Arménie a toujours une très bonne relation avec l'Iran. Euh, Israël a fourni des drones à l'Azerbaïdjan qui ont fait d'énormes dégâts. Et on a un pays orthodoxe qui est l'Arménie et qui s'entend pas non plus avec un autre pays orthodoxe qui est la Géorgie. Voilà. Donc, voir les choses plutôt en géopolitique, en géostratégie, et puis des enjeux de passage et la montée des empires. Euh, alors, moi, pourquoi je pense qu'il faut être solidaire et de la République autoproclamée d'Artsakh et de l'Arménie, c'est parce que ce sont deux démocraties. Et après, on pense qu'on veut ce qui s'est passé en Arménie avec l'arrivée de Pachinian, mais le peuple arménien souhaite aller vers plus de démocratie. C'est ça qui se passe en Arménie. Et on sent bien que les plus jeunes, c'est ça qu'ils veulent. Et s'ils n'ont pas ça, c'est des gens qui n'hésitent pas et qui sont recherchés dans les quatre coins du monde. Hein. Parce que les étudiants arméniens et les étudiantes notamment sont des gens assez brillants, même brillants. Donc, c'est deux démocraties qui se font mettre à mal par des régimes autoritaires. Parce que l'Azerbaïdjan, c'est quand même un régime autoritaire. Bon, même si la Turquie, si elle est vote, si je ne pense pas qu'il y ait malheureusement beaucoup de changements en Turquie, c'est un régime qui est une démocratie, oui, ou une démocrature. Quant à la Russie, c'est la Russie de Poutine, on peut aussi se poser un grand nombre de questions. Et voilà deux pays qui n'aspirent qu'à vivre en démocratie et sont des républiques. Et donc, à un moment donné, nous, côté occidental, il faut qu'on prenne conscience que ce sont bien des guerres que l'on mène à des régimes politiques qu'on appelle les démocraties. Donc, on nous fait la guerre. On fait la guerre au système dans lequel on vit et on souhaite continuer à vivre. Ça, c'est un élément aussi important. C'est pour ça que ce qui se passe en Arménie, c'est pas un problème, non, c'est un problème qui nous concerne directement. Après, on hérite d'un découpage qu'il faut quand même reconnaître que Staline connaissait bien la géographie, parce qu'il y a un certain nombre de problèmes aujourd'hui qui se posent, et c'est le découpage de Staline en 1921 ou 22, dont on paye les pots cassés aujourd'hui. Le Haut-Karabakh, ça a toujours été un territoire où vivaient des Arméniens. Voilà. Il y a même des monuments, et c'est pas parce que certains veulent les raser que ça changera les choses. Et il y a des monuments, des églises qui ont été construites dès le 5e siècle, puisque l'Arménie, c'est le premier pays qui devient chrétien. Je ne vais pas parler de l'Arche de Noé sur le mont Harara, mais je veux dire, c'est une réalité.
Et dans cette région, il y a des monuments qui le. Donc après, dans les découpages, ça a été rattaché à des empires. Azerbaïdjan. Simplement, j'ai un collègue, Pierre Ouzoulias, qui dit oui, mais au moment où la Russie, enfin l'Union soviétique était en train de se disloquer, il y a eu un vote au Parlement russe et au Parlement du Haut-Karabakh qui, au moment où cette république s'autoproclame, qui a été fait dans les deux assemblées, donc normalement, on devrait jouer là-dessus. Une fois que j'ai vu ça, chaque fois que j'ai essayé d'en parler avec des gens qui ont plus de compétences dans le domaine, on me dit mais non, c'est pas ça, c'est compliqué, etc., etc. Alors, ma crainte, si vous voulez, mais je pense que d'autres peuvent le voir autrement, c'est qu'effectivement, on se mette d'accord sur les frontières. Et dans ce sens-là, la mission de l'Union européenne, même si ce n'est pas une force d'interposition, elle est quand même importante parce qu'elle calme le jeu. Et il y a une reconnaissance des frontières de l'Arménie. Et j'ai peur qu'on dise, ben, après tout, on a reconnu la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et le Haut-Karabakh, ben, c'est dans l'Azerbaïdjan. Et que quelque part, on se satisfasse de cette solution en pensant qu'on ira vers la paix. Et ben là, moi, j'ai des doutes. Je ne suis pas le seul à avoir des doutes. Je ne pense pas, parce que je suis dans cette logique des empires qui se reconstituent, la Chine, l'Inde, la Russie qui veut devenir un empire, la Turquie qui fait du pan-turquisme. On est dans cette logique-là, on ne peut pas tout à fait le voir, mais je ne pense pas. Je pense que l'Azerbaïdjan, son souhait, c'est de rejoindre la région qui est enclavée entre la Turquie, l'Iran et l'Arménie. Et puis, la Turquie, c'est de faire un lien direct entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et vous voyez bien que de l'autre côté, jusqu'où on va. Et je ne pense pas, moi personnellement, je ne pense pas que si on allait vers ce type d'accord, on aurait pour autant la paix. Je ne le pense pas. Et je ne pense pas non plus que l'Iran laisse faire. Voilà. Donc, on n'aura pas la paix. Voilà. On n'aura pas la paix et à mon sens, il faudrait revenir effectivement sur cette réalité que le Haut-Karabakh, c'est une région qui est habitée par des Arméniens, que c'est une république autoproclamée et il vaudrait mieux la reconnaître et là aussi assurer la garantie de ses frontières. En plus, ce sont quand même des régions où on peut bien vivre et que malheureusement, ces régions sont pénalisées dans leur développement alors qu'il y a toutes les qualités sur le plan agricole, sur le plan du savoir-faire, sur le plan, des étudiants qui sont brillants. Et là, on est en train de tuer toute une jeunesse, de pénaliser, y compris l'Azerbaïdjan. Quand vous faites la guerre, vous mettez des finances pour s'entretuer et vous ne les mettez pas pour votre développement, alors que c'est une région formidable. C'est des régions formidables qui pourraient se développer autrement. Voilà. Donc, vous me posez une question. Je ne dis pas que c'est la position du groupe d'amitié, mais moi, je le vois comme ça. C'est que je ne pense pas, malheureusement, que ça calmera le jeu momentanément, mais ce n'est pas l'objectif ni de la Turquie ni de l'Azerbaïdjan. Voilà. On est bien d'accord. Gilbert-Luc Devinaz, donc nous sommes toujours avec Gilbert-Luc Devinaz, président du groupe d'amitié au Sénat. Je vous fais part d'un sentiment général des Franco-Arméniens aujourd'hui sur le deux poids, deux mesures dans non seulement les médias, mais aussi dans la politique du gouvernement français, l'Europe, vis-à-vis des deux conflits qui sont bien entendu très meurtriers et chacun à son échelle a été très meurtrier. C'est donc le conflit du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, qui se poursuit aujourd'hui encore avec une menace sur les 120 000 personnes qui restent dans ce qui est devenu une enclave, ce qui n'était pas pendant l'indépendance de l'Artsakh, ce qui est de Moi, redevenu. j'appelle maintenant, je suis désolé, mais Et la cette république, question, c'est un camp à ciel ouvert. ouais. Et je Quand veux je pas vous termine dire. la question, je termine la question, Excusez-moi. vous reprendrez. Et bien entendu, le conflit qui nous préoccupe tous aujourd'hui en Europe, c'est le conflit de l'Ukraine.
qui est devenu un point de convergence de toutes les attentions, de toutes les aides, de toutes les assistances militaires de toutes sortes, à un niveau jamais vu dans l'histoire contemporaine de l'Europe. L'Europe et notamment des États-Unis. Alors, que pensez-vous, vous, de ce sentiment de deux poids, deux mesures de nos médias et de l'attention politique et diplomatique et militaire portée à l'Ukraine? Si vous voulez, après, c'est un problème de… Bien sûr, Oui, qui est tout à fait légitime. Hein. non, mais c'est un… Après, il faut faire de la géostratégie, de la géopolitique. Voilà, j'ai encore une fois, l'Ukraine a une frontière commune avec la Pologne et tous ces pays de l'Est Union soviétique qui sont rentrés dans l'Union européenne ont des craintes vis-à-vis de la Russie que nous, on n'avait pas. Et aujourd'hui, bah, ces craintes, elles démontrent par A plus B qu'elles sont fondées et ça met aussi une pression par rapport à ça. Encore une fois, l'Arménie, malheureusement pour elle, elle n'a pas de débouché sur la mer et elle n'a pas de frontière commune avec l'Union européenne. C'est pour ça que quand vous me posez la question comme ça, j'ai du mal à répondre dans la mesure que en termes de géopolitique, de géographie, les situations ne sont pas les mêmes et donc on ne peut pas agir vraisemblablement de la même façon. Je ne suis ni militaire, ni on dirait, je me suis décidé à être diplomate. Si vous voulez. Par contre, je pense que chaque fois qu'on peut organiser le dialogue, il faut organiser le dialogue. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, toute l'importance que l'Assemblée nationale, que le Sénat français, avec notre groupe d'amitié respective, avec la diaspora en France, on maintienne un certain nombre d'actions pour que l'on n'oublie pas ce qui se passe du côté de l'armée. Voilà. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est extrêmement important. Voilà. Ça ne doit pas être un conflit qu'on passe sous silence et qu'on oublie. Alors, par rapport à votre question, je n'ai pas le sentiment de pouvoir y répondre. Et en plus, si vous voulez, je pense qu'il y a il faudrait inviter des spécialistes qui vous inspireraient peut-être d'une vue beaucoup plus large que cette partie du Caucase euh, pour mieux appréhender les choses. En attendant, notre rôle, nous, au Sénat, groupe d'amitié, celui de l'Assemblée nationale, et comme j'ai un changement de présidence, j'ai Florence Pétel qui est devenue présidente, les relations sont excellentes et on a l'intention de continuer un maximum d'actions pour ne pas oublier ce qui passe en Artsakh et ce qui se passe du côté de l'Arménie. Et au Sénat, on a un groupe maintenant qui est présidé par Bruno Retailleau, où on retrouve tous les groupes politiques, qui est le suivi international de la République d'Artsakh. Et du reste, le dernier voyage que j'ai fait à l'initiative des chrétiens d'Orient que préside Bruno Retailleau, j'ai été invité en tant que président du groupe d'amitié, on est parti en Arménie, c'est pour ça qu'on était sur place le 23 et le 24 avril et cérémonie, c'est extrêmement impressionnant quand on va aux cérémonies à Erevan, c'est vraiment, on voit la force de l'histoire de tout un peuple. Hein. Voilà, moi je suis reparti touché, bouleversé. On n'a pas ça en France. Hein. Euh, et, 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 euh, et, après, on est parti au Liban, on est parti en Égypte. On a rencontré effectivement plutôt les tendances chrétiennes sur le Liban, les maronites, les coptes en Égypte. Écoutez, si je compare le Liban avec l'Arménie, je me dis, mais quel malheur cette guerre en Arménie. Parce que quand vous voyez le Liban, dans quelle situation il se trouve aujourd'hui, l'Arménie, c'est un pays riche à côté du Liban. C'est un pays organisé. Le Liban, c'est vraiment, quelque part même, je suis dit, heureusement qu'il y a des institutions, même si moi, je ne suis pas forcément celui qui encense les, les ecclésiastiques. Heureusement qu'il y a des maronites, heureusement qu'il y a des sœurs de la Sainte Famille au Liban pour s'occuper de l'école, pour s'occuper des gamins qui sont pas forcés, qui sont d'ailleurs tous plutôt chiites, sunnites, s'occuper des enfants abandonnés.
des malades parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'État. Voilà, donc on était dans le cadre de ce voyage. Et après, vous relativisez. Et ça relativise d'autant plus qu'on se dit, mais il y a tout pour réussir en Arménie. Il y a tout. Il y a tout. Nous sommes, nous sommes d'accord. La dernière fois que vous êtes allé en Artsakh, c'était quand, Gilbert Lecomte? Alors, la dernière fois que j'y suis allé, c'est en décembre 2020. C'est le 2 décembre, tout de suite après l'arrêt de la guerre des 44 jours. On était la première délégation, elle était conduite par Olivier Faure. J'avais aussi ma collègue députée Santiago qui était avec nous, Marie-Alette Carlotti, et puis quelques responsables du Parti socialiste. Je reconnais qu'on n'a pas eu de difficulté pour rentrer, aller en Artsakh. Je dirais même que les Russes savaient pertinemment qui était dans le véhicule et que quelque part, ils ont essayé de nous... Ce que je disais tout à l'heure, ils ont essayé qu'on reparte en disant bah, c'est vraiment les soldats de la paix. Bon, ça, c'est en décembre 2020. Aujourd'hui, la situation est plus du tout comme ça. Les Russes ne remplissent pas leur rôle, ils n'assurent pas la sécurité. Ces pseudo-écologistes qui sont venus barrer dans un premier temps, mais maintenant, c'est carrément les soldats azéris, voilà, montre qu'il y a eu une attitude de la Russie. Si les Américains, à notre égard, avaient le même comportement, qu'est-ce qu'on dirait, quoi. Et quand je dis ça, parce que les Russes sont censés assurer la sécurité, ils n'assurent pas. Voilà. Donc, je ne suis pas retourné parce qu'on n'a pas pu y retourner. Voilà, On donc n'a pas pu y retourner. on ne peut plus y aller. Il y a même des familles qui sont divisées aujourd'hui. Oui. Des membres des familles qui s'étaient rendus en Arménie ne peuvent plus rentrer rejoindre les leurs. Les enfants ne peuvent plus voir leurs parents. Sans parler des privations quotidiennes de l'ensemble de la population, sans parler du chômage imposé aux employés des sociétés qui ne peuvent plus fonctionner, qui ne peuvent plus, donc une situation économique catastrophique. Donc je disais au début de cette émission que nous avons dépassé les 160 jours de blocus de l'Arménie. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui s'il n'y a pas une décision, non pas une décision de la part de nos Occidentaux, mais une décision décisive, quelque chose de décisif, une intervention quelque part pour ouvrir cette voie de la vie des Arméniens d'Artsakh. Qu'est-ce qui risque de se passer à votre avis? Bah, écoutez, alors d'abord, il faut rappeler aussi que sur les 120 000, vous avez plus de 30 000 enfants. Bon, et comme vous l'avez dit, moi j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsakh. Il est à Erevan parce qu'il ne peut plus rentrer à Stepanakert. Ça passe dans un sens, ça passe pas dans l'autre. Ça passe dans un sens avec des conditions. Personne. Bon, Donc, un le problème nettoyage est sur le bon vouloir, des Azéris. Moi, aujourd'hui, si rien n'est fait, il manque de tout. C'est pour ça que je parle de camp. Parce qu'il y a un moment, on disait une prison. Mais dans une prison, on nourrit les gens. Voilà, je ne dis pas que c'est l'idéal, mais là, c'est plus une prison. C'est un camp à ciel ouvert où pratiquement plus rien ne passe et où les gens manquent de tout, où il y a du rationnement. Donc, si ça continue, on va assister à je suis désolé. On va laisser mourir des gens de faim. C'est ce qui, vous voyez, les gamins qui vivent en Artsakh sont sous-alimentés. Vous voyez les conséquences que ça va avoir dans le temps. Ça se passe à la frontière de l'Europe. Ça se passe avec, comment dirais-je, aller en Arménie vraiment, vraiment, quand on est en Arménie, on a l'impression d'être en France. La langue n'est pas la même, mais il y a en plus, il y a un accueil. Puis on a plus que des cultures communes. Et les gens à Artsakh, on a plus de cultures communes. Tout ça compte aussi. Mais au-delà de tout ça, on est en train de laisser faire camp à ciel ouvert, on va sous-alimenter les gens. Ouais. Et vraisemblablement, si ça continue, à avoir 120 000 personnes qui
qui vont être trucidés. Enfin, je le vois comme ça, quoi. Je n'ai pas Euh, d'élément qui me fait dire qu'en douce, il passe des choses. Hein. on a l'impression que la France voit la solution de ce problème dans la discussion et le dialogue. Or, les jours passent et parallèlement aux négociations auxquelles participe l'Azerbaïdjan, parallèlement, l'étau se resserre autour des habitants, et je ne parle pas des attaques et des agressions sur le territoire de l'Arménie. L'étau se resserre autour des 120 000 personnes, dont vous avez dit 30 000 enfants sous-alimentés et qui risquent aujourd'hui de subir des dégâts irréparables. On a l'impression que la France, ça ne change pas l'attitude. Je parle de la France, mais on peut parler aussi de l'Union européenne, on peut parler aussi des États-Unis, on peut parler aussi de la Russie, surtout de la Russie sur place. On a l'impression que tout le monde voit la solution de cette situation, qui est une situation de, j'allais dire, humanitaire qui est le chemin ouvert au nettoyage ethnique des Arméniens, que tout le monde voit la solution de cette question dans le dialogue avec l'Azerbaïdjan. Or, c'est l'Azerbaïdjan qui serre l'étau de plus en plus autour. Je ne veux pas de réponse à ce constat, bien entendu, mais est-ce que le gouvernement français se rend compte aujourd'hui que on n'est pas sur la bonne voie dans la discussion, de favoriser la discussion uniquement et de ne pas faire, peut-être de ne pas arriver en tout cas à faire la pression nécessaire sur l'Azerbaïdjan ou en tout cas l'intervention nécessaire pour ouvrir ce couloir de la vie. Alors, écoutez, de toute façon, d'une manière générale, il faut toujours encourager le dialogue. Bon. Donc, il y a une rencontre à Moscou, il y en aura une en Moldavie, il y en a une aux États-Unis. Faut toujours. Cela dit, il y a 3 semaines, il y avait déjà des rencontres. Et 2 jours après, l'Azerbaïdjan faisait une opération militaire sur l'Arménie. Donc, si vous voulez, il y a à la fois à encourager effectivement les échanges, les rencontres, etc., pour essayer de sortir. La diplomatie doit nous aider à trouver une solution politique. De toute façon, La la question solution, elle est humanitaire politique. aujourd'hui. Elle est politique. Aujourd'hui, je ne sens pas, si vous voulez, une décision politique. Et le dialogue, la diplomatie, ça sert à ça. Et après, il ne faut pas être dupe. Faut pas être dupe de ce qui se passe. Et encore une fois, je suis européen, mais l'attitude de l'Europe, alors, bon, le fait d'avoir envoyé pas une force, il aurait fallu envoyer une force d'interposition, mais d'avoir envoyé une force le long des frontières sous l'égide européen, bon, c'est une chose. Et après, ce qui a été signé avec l'Azerbaïdjan, je suis déçu, je suis profondément déçu. Par contre, sur l'expression des Français, de la France, de la diaspora française, non, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu parce qu'au moins, il y a une voix. Alors, vous voyez, je suis ambigu, je ne soutiens pas le gouvernement, je ne soutiens pas le président de la République française, mais au moins, sur l'Europe, il y a un pays qui dit, voilà, mais ça fait pas, ça suffit pas. Et malheureusement, il faut arrêter de rêver. C'est pas la France toute seule qui aujourd'hui peut imposer une solution. Voilà. Donc, je Mais reviens à ce que je disais. Et il semblait que ce qui avait été proposé à un moment, c'est qu'on ait par visio un échange entre plusieurs parlements au niveau mondial. Ça paraissait une très bonne idée. On m'a posé la question, j'ai dit oui, 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 on le fera, on sera présent, etc. On l'a eu une fois à l'initiative de la République d'Artsakh. Et c'était intéressant d'écouter pour moi des gens qui étaient des parlementaires espagnols, italiens, canadiens, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas tout à fait les mêmes relations avec des gens qui sont attachés à l'Arménie. Euh, et je pense que ça, il faut le mettre au point parce que c'est aussi un moyen de faire pression. C'est aussi un moyen de faire pression. Et il faut continuer. En ce moment, ça ne se fait plus, mais il faut continuer. Il faut que l'ensemble de la diaspora se mobilise, continue à se mobiliser, reste unie
il faut essayer d'avoir une meilleure coordination, déjà entre les collectivités territoriales françaises, mais entre toutes les associations arméniennes. Voilà, je pense que ça compte. Ça compte. Et c'est cette pression-là qui compte, y compris sur le plan européen. Y compris sur le plan européen. Il y a le travail de parlementaires français au niveau européen. Sylvie Guillaume, qui habite Dessines, qui est de notre région, elle n'est pas seule, avec 3 autres parlementaires, ont fait un excellent travail pour essayer de faire prendre conscience de ce qui se passait du côté de l'Arménie. Bon, eh ben ça, il faut le mettre aussi en valeur. Il faut aussi savoir le faire mettre en valeur. Voilà, On va conclure, si vous voulez bien. Oui, je vous en prie. Merci Gilbert Juc-Dovinas pour cet entretien sur le groupe d'amitié France-Arménie du Sénat, son travail, son action et la politique française vis-à-vis de la question de l'Artsakh, la crise entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et la guerre et ses conséquences. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Je vous rappelle que nous étions en contact, en présence de Gilbert Luc-Dovinas, président du groupe d'amitié du Sénat et sénateur du Rhône. Merci, à bientôt. Voilà, continuer, c'est le plus important. C'est ce que disait Charles Hernu lors d'un meeting pour défendre en 90 la cause arménienne.